Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 8 mars, le Parisien a fait le portrait d'un homme d'affaires cofondateur d'une licorne, une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Jonathan Gueloff a 38 ans, il a cofondé en 2014 la société Aircall, spécialisée dans la téléphonie d'entreprise. Son parcours est singulier. Quand il était enfant, Jonathan Gueloff a été pris en charge par la DAS, aujourd'hui appelée l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, parce que sa mère n'était à un moment plus en mesure de bien s'occuper de lui. L'entrepreneur raconte son histoire dans un livre qui vient de paraître, intitulé « Rien à perdre », et il témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Jonathan un matin, il est souriant dès qu'il m'ouvre la porte de chez lui et il est plein d'énergie. Il a un très bel appartement avec vue sur la Tour Eiffel. Jonathan est né le 19 novembre 1986 et quand il était petit, il n'habitait pas très loin d'ici, dans le 15e arrondissement de Paris. Il n'a jamais connu son père et sa mère est arrivée en France, de Bulgarie, quand elle avait 18 ans. Elle est mannequin et elle a créé une agence de mannequinat quand Jonathan était encore un enfant. Il grandit seul avec elle. On était une famille de la classe moyenne. On avait les moyens de partir en vacances. C'était une vie à peu près normale que la classe moyenne française est censée pouvoir se permettre. En 1994, Jonathan perd sa grand-mère qui habite en Bulgarie. Elle s'est suicidée. Tout ce que j'ai su, c'est qu'elle s'était jetée par la fenêtre de son appartement. Et du coup, ma mère, suite à ça, qui était relativement proche, et puis c'est normal, quand on perd sa mère, je pense que c'est un choc. À partir de ce moment-là, ma maman est un peu tombée dans une sorte de dépression. Elle se laissait un peu plus aller, elle pensait beaucoup à ça, elle me disait qu'elle rêvait beaucoup d'elle. Les années passent et c'est difficile. Je vois ma maman changer de visage, changer d'attitude, et commence à faire confiance à des gens qu'il faut pas, commence à beaucoup sortir. Et finalement, fin des années 90, elle rencontre un monsieur à qui elle fait confiance. Elle lui confie tout son argent, tout ce qu'elle a pratiquement. Et cette personne disparaît avec l'argent. Et donc du jour au lendemain, ma mère n'a vraiment plus rien. Et elle se retrouve dans une situation qui est terrible. C'est une situation d'avoir eu de l'argent, de plus avoir rien du tout, et croire que potentiellement on va récupérer cet argent en écrivant à ce monsieur. Ils communiquent par mail, ils communiquent par téléphone, ils essayent de se parler. Enfin, c'est toujours compliqué. Parfois, il lui renvoie un petit peu d'argent. Et en fait, il la maintient comme ça dans un état végétatif pendant des années où elle a l'espoir de récupérer cet argent alors qu'elle ne le récupérera jamais. Et ça a été une lente descente aux enfers pour elle. À partir de ce moment-là. À cette période, elle sombre dans l'alcool et fume du cannabis. Cet homme qui l'a arnaqué l'a aussi dénoncé aux impôts. Et elle se retrouve en plus avec un gros contrôle fiscal. Ils vont venir un matin, ils vont saisir tout ce qu'on a, ils vont me placer en famille d'accueil, à l'aide sociale à l'enfance, en foyer, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est la descente aux enfers un peu plus rapide, où elle tombe complètement dans une dépression profonde, elle fait plus rien, elle sort plus de chez elle, je suis plus à l'appartement, donc elle a plus rien pratiquement dans l'appartement, elle achète un canapé lit pour mettre dans mon ancienne chambre et dans l'autre pièce, et elle commence à louer les chambres. Et elle vit avec d'autres personnes, et là ça devient très compliqué, et moi je fais ma vie en famille d'accueil. Je suis un peu livré à moi-même, je rentre la voir une semaine sur deux le week-end, je voyage 1h30 à l'aller, 1h30 retour pour venir la voir. Quand je viens à Paris, je dors par terre. Dans le salon, je m'installe des couches de couettes les unes au-dessus des autres, de vieilles couvertures en laine de l'époque communiste de ma mère en Bulgarie. Je vous jure, voir sa mère ne pas avoir les moyens de s'acheter à manger et devoir sous-louer son appartement pour vivre, c'est un truc qu'on s'en remet jamais. Quand Jonathan rentre chez sa mère, un week-end sur deux, il passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Et il trouve le moyen de se faire un petit peu d'argent. À 13-14 ans, c'est le début vraiment d'Internet. eBay commence à émerger, Alibaba aussi. Et je me rends compte qu'en fait, ce qui se vend sur Alibaba, à quelques centimes, notamment des petits bijoux fantaisie, peut se revendre quelques euros sur eBay.
Et du coup, je me dis, je vais acheter des centaines de petits bijoux comme ça sur Alibaba. Et en fait, ça se vend. Alors, je gagne pas grand-chose, hein, je gagne 500, 600 euros par mois, mais j'ai 14 ans. Faut le voir, quoi. J'ai 14 ans, je fais un peu de marge, je stocke ça dans la cave de ma mère. Et à 19 ans, j'ai économisé quand même pas mal d'argent, parce que j'ai quand même travaillé aussi tout ce temps-là, en parallèle de mes études. J'ai 14 ans et demi, à la fin des cours, moi je livre des pizzas, je livre des journaux à la sortie du métro ou à la sortie du RER, je suis serveur, je suis caissier. Et tout ça, chaque centime, je l'économise, quoi. J'apprends à vivre avec 1 euro par jour, globalement. Et à 18 ans environ, j'ai une dizaine de milliers d'euros en poche. Et je me dis, mais en fait, il faut que j'achète un appartement, il faut que je fasse quelque chose. Je fais un prêt de 20 000 euros, je mets mes 10 000 euros en plus. Ça me permet d'acheter mon premier appartement. C'est en 2006 qu'il achète ce premier appartement. Une petite chambre de bonne dans le 10e arrondissement de Paris. Et je la rénove après avec mes compétences qui sont globalement proches de zéro. Et quand je la mets en location, en fait, c'est exceptionnel. Je me rends compte qu'en fait, il y a une demande folle sur ce genre de biens pour des étudiants, des gens qui viennent travailler à Paris, etc. Et ça marche très bien. Et donc, je les enchaîne comme ça et j'en aurais acheté 10 en 4-5 ans. En parallèle, Jonathan commence des études qui ne lui plaisent pas. Mais il intègre finalement une prestigieuse école de commerce, l'ESCP. La journée, il va étudier à l'école et le soir, il s'occupe de son patrimoine immobilier. Le soir après l'école, je vais visiter des apparts, je vais sur mes chantiers d'appartements, je commence à faire du Airbnb, c'est le début de l'Airbnb, on est dans les années 2011-2012, c'est exceptionnel, Airbnb est en train d'arriver à Paris. Tous mes appartements, je les switch en Airbnb, donc en fait, je double les sommes que je gagnais, voire triple certaines fois. Et c'est un peu l'âge d'or de mon immobilier, en tout cas à petite échelle, parce que je suis jeune. Mais c'est exceptionnel parce que, en fait, je peux tout me permettre à ce moment-là et c'est cool. En quelques années, il arrive à subvenir à ses besoins et il peut arrêter de faire ses petits boulots tout en aidant sa mère financièrement. Ses appartements lui rapportent assez. J'ai 4-5 000 euros par mois de revenus qui viennent de mes locations. Je n'ai plus à avoir honte de mon passé. J'en parle quand même pas. Mais je m'invente une vie d'un gamin débrouillard qui s'est acheté des appartements. Et en fait, j'ai autant d'argent, si ce n'est plus d'argent que la plupart de mes copains étudiants. Et j'ai un loyer miséreux, je crois, j'avais entre 500 et 1000 euros par mois de loyer entre mes 18 et mes 26 ans, quoi. Et donc ça va, je me débrouille pas trop mal à ce moment-là. Avec son diplôme de l'ESCP en poche, Jonathan trouve facilement un travail à Londres au début des années 2010. Donc je suis dans une boîte de trading et là ça me plaît pas du tout, quoi. C'est le monde corporate, c'est le monde toi t'es un junior donc tu te tais, tu peux rien dire, tu dois aller chez des bots pour monter, enfin c'est insupportable, c'est pas du tout mon monde, je me reconnais pas du tout là-dedans. J'ai à Paris mes appartements qui marchent très bien et à Londres je vois que oui je peux gagner beaucoup d'argent mais je sais pas, ça me fait pas rêver, je suis pas dans mon monde, j'ai l'impression d'être dans un bain avec des requins et des crocodiles. Et juste, je suis pas à l'aise de nager là-dedans. Et je me dis que je serai pas le meilleur là-dedans. Et je me dis, en fait, il faut que je rentre à Paris. Il faut que je change de vie. Et je quitte tout du jour au lendemain. Mais quand je dis du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain. C'est, je quitte mon job à Londres un mercredi, je crois. Et je suis vendredi soir avec mes valises dans le train, dans l'Eurostar, pour rentrer à Paris. En rentrant à Paris, Jonathan décide de monter sa propre entreprise. En 2014, il trouve des associés et il lance Aircall, une start-up qui propose une solution de téléphonie innovante pour les entreprises. Et là, je suis heureux. Je découvre un Jonathan qui aime travailler. Je découvre un Jonathan qui il est à 22h devant son écran au bureau et il aime ça. C'est pas le Jonathan des stages qui, à 18h pétante, je me levais et je me tirais parce que je ne supportais pas ce job, quoi. Et là, je découvre que j'aime ce que je fais. Et je peux vous dire que c'est assez choquant parce que j'ai quand même 26 ans à ce moment-là. Et en fait, j'avais jamais connu un truc où, quand je suis assis à mon bureau, j'aime ce que je fais et le temps passe très vite. Et en fait, tous les soirs, je rentre tard parce qu'en fait, j'ai jamais le temps de finir. Et ça, c'est passionnant. Et à ce moment-là, je dis, c'est bon.
ma voix, elle est là, quoi. Ma voix, elle est là-dedans, c'est très difficile. Mais notre chiffre d'affaires croît quand même relativement vite. Ercole continue de se faire connaître, notamment grâce à la presse qui commence à parler d'eux. Pourtant, les solutions proposées par l'entreprise ne sont pas parfaites. Les premières années, les clients se plaignent notamment de la qualité des appels, mais en 2018, ils parviennent à résoudre leurs problèmes et Ercole se fait une véritable place sur le marché. La même année, Jonathan perd sa mère. Elle décède de tous ces excès de sa vie, de l'alcool, de la cigarette, les joints, la drogue, quoi. Et tous ces excès l'ont amené à décéder, malheureusement, à 66 ans, d'un AVC, avec un cancer métastasé un peu partout, beaucoup de métastases partout. Et elle meurt globalement en 2 mois. Elle fait son AVC, elle est paralysée pendant 2 mois. 2 mois plus tard, elle est décédée. Et ce qui m'a fait beaucoup de peine et qui m'a un petit peu traumatisé, c'est à son décès, je vide l'appartement et je découvre une boîte avec plein d'articles de moi découpés, de journaux, de trucs. C'est des petits articles, puisqu'on est au début de l'aventure, ça fait 4 ans, mais on a quand même pas mal de médias. Et ça, quand on est tout seul dans l'appartement, je suis par terre, je suis dans le salon, en train de vider, je me souviens, ce placard, je vide tout, je jette tout, et là, je vois cette chemise avec écrit Jonathan dessus. Et en fait, je me rends compte qu'elle était fière, et c'était un truc qu'elle m'avait jamais dit, et en fait, elle l'était, quoi. Après la mort de sa mère, Jonathan cherche à avoir des réponses sur son père, sur lequel il n'a aucune information. Donc il fait un test ADN pour connaître ses origines. Je découvre qu'en fait, je suis à moitié libanais. Je suis 50% libanais, donc j'ai un papa libanais, donc bon, évidemment, je sais pas qui c'est, je saurai jamais qui c'est. Et c'est pas grave, parce que j'ai pas envie de toute façon m'immiscer dans une famille. Mais au moins, je sais un peu une petite partie de mon histoire qui était jusque-là inconnue. Jonathan continue de travailler d'arrache-pied pour Ercole. Et en juin 2021, Ercole lève 120 millions de dollars, ce qui fait d'elle une licorne, une entreprise valorisée à plus de 1 milliard de dollars. La nouvelle tombe, quoi. Et je me dis, waouh, le petit enfant de la DAS, là, eh ben, c'est possible, en fait. Et je m'y attendais pas, et à la fois, je savais que ça allait arriver, parce que on faisait tout pour réussir notre pari. Et on travaillait tellement, que ce soit nous avec la société ou les équipes qui nous entouraient. Il y avait une puissance de travail incroyable chez Ercole. Mais quand ça arrive, évidemment, on se retrouve du jour au lendemain à faire la une de journaux, à avoir des gens même qui me reconnaissaient dans la rue et tout. J'étais pas du tout habitué à ça. Mais l'aventure doit continuer, on est en 2021, oui c'est cool d'être une licorne et d'être valorisé 1 milliard, mais maintenant il va falloir être valorisé 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards. Et donc en fait l'aventure continue et je vais continuer à bosser et en plus je vois qu'autour de moi les gens veulent investir à mes côtés, donc moi j'adore ça et donc ça me fait plaisir de continuer cette aventure. Ercole continue de grandir, mais fin 2023, Jonathan décide de quitter ses fonctions tout en restant actionnaire. Il estime devoir passer la main pour le bien de son entreprise. Et il veut aussi se concentrer sur son autre activité, l'immobilier. Pendant ses 10 ans chez Ercole, Jonathan a continué à investir. Et je veux créer une des plus grosses foncières de France, en partant en étant parti avec des chambres de bonne finalement. Je veux créer un groupe hôtelier, je suis pas à l'abri de créer autre chose dans la tech, de créer un accélérateur, un incubateur. J'ai plein d'idées dans la tête, et plein de trucs qui me trottent. Il faut juste que je les structure et que je prenne le temps de faire chaque chose, parce que j'ai peu de temps pour moi aujourd'hui. J'ai surtout, j'ai cette chance d'être passionné par mon travail, passionné par ce que je fais, et donc j'arrive pas à déconnecter du boulot, mais j'y arrive pas. C'est parce que je veux pas, donc j'ai toujours je suis comme un enfant, j'ai toujours plein d'idées dans la tête, plein de choses que je veux faire et ça viendra au fur et à mesure, je suis pas pressé. Barbara, on a bien compris que Jonathan Gueloff est accro au travail. Est-ce qu'il arrive malgré tout à avoir une vie personnelle ?
Oui, il m'a dit qu'il s'était fiancé il y a quelques mois et il m'a aussi dit qu'il a beaucoup d'amis et qu'il les voit régulièrement. En fait, il a toujours eu une règle. La semaine, il travaille, mais par contre, le week-end, le vendredi soir ou le samedi soir, il va avoir des amis et il déconnecte totalement. Par contre, dès le lendemain, il reprend le travail. Je redonne le titre du livre de Jonathan Angelhoff, c'est « Rien à perdre » aux éditions Alizio. Merci Barbara Gouy et merci à Vincent Mongaillard pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Pénélope Gualquirotti, réalisé par Julien Moncouquiol. N'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story, avec une nouvelle série inédite disponible, 6 épisodes consacrés au mystère de la tuerie de Chevaline.